Merci beaucoup à tous d'être ici. La présentation d'aujourd'hui, je vais présenter un petit side project que j'ai fait, mais qui a été utilisé après dans la compagnie où je travaille. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Sébastien Castiel. Je me considère comme un développeur passionné, pas uniquement dans le monde professionnel. Je suis un grand fan de React depuis bientôt 10 ans. Sachant que React a été créé, il me semble, en 2014. On peut dire que quasiment depuis le tout début. Je suis aussi, je dirais, blogueur. J'ai écrit quelques livres. Je fais des talks comme aujourd'hui. J'en ai fait un petit peu dans le passé. Donc voilà, créateur de contenu sur le thème du développement. J'adore partager tout ce que je fais, ce que j'apprends. Et occasionnellement, je fais aussi de l'enseignement. J'ai fait de l'enseignement au Wagon, par exemple, au Wagon Montréal, un bootcamp qui s'adresse aux jeunes développeurs. Je travaille chez Vasco. Je ne suis pas ici pour représenter Vasco aujourd'hui, mais dans la mesure où l'application que j'ai faite a été utilisée dans cette compagnie et qui me laisse un petit peu de temps, merci Seb pour ça, il me laisse un petit peu de temps pour travailler dessus, je trouvais que c'était quand même la moindre des choses de citer le nom de la compagnie. Donc la présentation d'aujourd'hui, c'est un side project que j'ai fait au printemps dernier. C'était un long week-end, c'était un week-end où j'avais annoncé que de la pluie pendant tout le week-end et j'avais envie de me lancer un petit défi et je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas un petit side project? J'avais eu des discussions avec des collègues la semaine avant. On utilisait un outil que je vais présenter pour gérer nos tâches, donc un peu comme vous pouvez utiliser Jira par exemple ou des issues GitHub. Nous, on utilisait autre chose et on se disait, c'est cool, ça marche bien, mais on a moyen de faire quelque chose de mieux. Et du coup, j'ai décidé de me lancer sur ce side project pour faire ça. Et ça a plutôt bien marché. Et donc, dans cette présentation, je vais faire un retour d'expérience sur ce side project. Et je vais en profiter pour présenter un petit peu quelques outils techniques que j'ai utilisés, en l'occurrence Liveblocks et Clerk. Je vais présenter dans un instant exactement ce que sont ces outils. La présentation d'aujourd'hui, ce n'est pas une formation. Je vais montrer un petit peu de code, mais plus pour vous donner envie d'essayer, vous donner envie d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais évidemment, vous n'allez pas ressortir d'ici en sachant créer un nouveau projet avec Liveblocks et Clerk. Et ce n'est pas non plus une présentation sur la méthodologie agile qu'on a suivie nous. Je vais être obligé d'en parler un petit peu pour vous expliquer le contexte, mais je n'ai pas assez de recul même pour vous encourager à l'utiliser. Ce sera à vous de vous faire votre propre opinion. Donc, comment on gère nos projets dans l'équipe? Donc, ça, c'est ce qu'on faisait avant. L'outil qu'on utilisait, c'était Excalijo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, ça permet de créer des schémas, ça permet de créer des boards collaboratifs. Ça marchait extrêmement bien. Ça avait l'avantage que ce soit, c'est très souple. On peut vraiment créer ce qu'on veut. On peut le créer comme on veut. On peut créer nos tâches. Si on veut changer des couleurs, on change des couleurs. Si on veut agrandir une carte, on agrandit une carte. On fait ce qu'on veut. La méthodologie qu'on s'appelle ShapeUp. Moi, je ne la connaissais pas avant d'arriver dans cette compagnie. C'est une compagnie qui a, je crois, été créée par les gars qui ont fait Basecamp, donc Ruby on Rails et tout ça. La méthodologie marche très bien, je pense notamment en startup. On va dire que ça reste une méthodologie agile, un petit peu light et avec des objectifs un peu différents. Globalement, je vous dis les termes parce que je vais les réutiliser après, mais on crée des pitchs qui sont un petit peu comparables à ce qu'on pourrait appeler des épiques dans Scrum ou dans Jira. Les scopes, ça pourrait être les stories, et après, on a des tâches à l'intérieur. Voilà, un petit peu pour la hiérarchie de ce qu'on peut créer. Et donc, comme je le disais, c'est un outil qui était extrêmement souple et qui permettait une collaboration en temps réel. Si on est 5 connectés sur la même page en même temps, on voit les actions de tout le monde. Ça a l'air d'être un petit détail, mais c'est quand même super pratique au quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on utilisait. Et on s'était dit, c'est super d'avoir un outil qui fait ça comme on veut. Mais maintenant qu'on arrive à avoir un process un petit peu défini, un petit peu rigoureux, ce serait quand même encore mieux si on avait un outil qui faisait quelque chose en plus pour nous, qui avait un UI un petit peu plus agréable à utiliser. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de créer cette application sur mesure pour nous. Pourquoi? D'une part, je ne vais pas le cacher, hein, la première raison, c'est parce que c'est fun. J'avais envie d'un projet pour expérimenter des choses, pour découvrir des nouvelles technos. Donc, c'était vraiment cool. Enfin, voilà. Et puis, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font des side projects régulièrement, mais moi, quand je me dis, tiens, je vais créer un side project et j'ai déjà 15 utilisateurs en tête qui
si je réussis, vont être contents d'utiliser mon application. C'est quand même une bonne source de motivation, plutôt que de faire un side project et juste espérer un jour que quelqu'un l'utilise ou juste pour le fun. Ça a ses limites, mais moi, si on me dit qu'il y a 15 personnes qui sont prêtes à l'utiliser, ben je prends. Donc, j'ai continué là-dessus. Au niveau des fonctionnalités nécessaires, donc comme je l'ai dit, donc on crée, alors les boards, c'est je ne sais pas comment le dire mieux, je ne sais même pas comment le dire en français, mais bref, c'est le tableau blanc sur lequel vous travaillez. Dedans, on crée des pitchs, on crée des scopes, on crée des tasks. Donc ça, on va dire, c'est vraiment la fonctionnalité de base. Je ne l'ai pas mis, mais évidemment, la tâche doit être en to-do, en cours, en in progress, done. Ça, c'est un petit peu la base. J'avais besoin de réactivité au niveau du UI. Donc ça, pour ça, je pense qu'on n'a rien inventé de mieux que le drag and drop. Je précise que l'application n'est pas du tout mobile. Donc, ce serait un peu plus difficile à implémenter sur mobile, mais en l'occurrence, pour du desktop, le drag and drop marche très bien. On avait besoin de la collaboration en temps réel. Comme je disais, on a besoin de pouvoir être à plusieurs sur la même application en même temps et de voir nos actions respectives. Et enfin, il y a quand même un besoin de sécurisation des données. Évidemment, ça reste des données de la compagnie. Je ne peux pas dire c'est accessible à tout le monde sans connexion d'utilisateur de mot de passe. Donc ça, c'était vraiment les besoins primaires de l'application. Au niveau des choix techniques, premièrement, je suis parti déjà sur ce que je connaissais. Je suis parti sur React parce que c'est ce que je connais. Je suis parti sur Next.js, même si je n'ai pas utilisé vraiment les features propres à Next.js, mais juste cette partie-là, ce n'est pas là que j'avais envie d'apprendre quelque chose, donc je suis parti sur ce que je connaissais. Chat-CN UI, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour du React, pour faire du UI, des composants, c'est vraiment le top en ce moment. Et pour gérer le drag and drop, D&D Kit, je ne vais pas avoir le temps d'en parler malheureusement aujourd'hui parce que je pense qu'on pourrait faire un talk entier sur cette librairie. Mais si vous avez besoin de faire du drag and drop en React, D&D Kit, ça marche très bien. Il y a une learning curve, ça reste d'assez bas niveau, mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà implémenté du drag and drop. Il n'y a pas vraiment de magie. Il y a un moment, on est obligé d'écrire un petit peu de code pour gérer les choses comme on veut. Et donc, les deux gros choix techniques pour cette application, c'est Liveblocks et Clerk. Liveblocks va permettre de gérer deux choses. En fait, Liveblocks va nous permettre de gérer le stockage des données, mais tout en temps réel. Alors, il propose beaucoup de choses. Évidemment, je n'ai utilisé que 10% de leur fonctionnalité, mais ça permet de créer les applications. Là, je suis sur leur site web. Il y a plein d'exemples, mais voilà. Les applications où on veut gérer typiquement le fait que deux utilisateurs sont connectés en même temps et voir les actions des autres, pouvoir interagir sur la page. C'est vraiment un produit qui est destiné à proposer ce genre de stockage. Ce n'est pas juste stocker des données métiers et pouvoir y accéder via des requêtes à l'API, c'est pouvoir voir en temps réel les changements des autres. C'est optimisé pour ça. Donc ça, c'est le premier outil. Et le deuxième outil, c'est Clerk. Clerk va me permettre de gérer l'authentification des utilisateurs. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé NextAuth pour l'authentification. Voilà. Auth.js, je crois que maintenant il s'appelle Auth.js d'ailleurs. Auth.js. Exactement, ouais. C'est ça. Ils ont rendu la librairie un petit peu plus agnostique envers le framework qu'on utilise, donc techniquement on peut l'utiliser n'importe où. Clerk, alors je ne me souviens plus si c'est les mêmes personnes qui ont créé ça, mais toujours est-il que c'est un peu la version hébergée de Next.js, de NextAuth, de Auth.js. C'est vraiment si vous avez, parce que Auth.js, c'est quand même à vous de gérer si vous avez une base de données, de vouloir stocker vos utilisateurs, des choses comme ça. Clerk va proposer tout ça en mode hébergé, donc ça réduit encore le nombre de lignes de code à écrire. Il y a un tiers gratuit qui est largement suffisant, je pense, pour la plupart des besoins. Ouais, c'est ça. Après, Clerk, on va le voir, je peux le brancher sur du Google, sur du GitHub, sur du n'importe quoi, sur du login password si j'ai envie. Probablement, les offres entreprises permettent de se connecter à un système SSO custom. Donc voilà, pour gérer l'authentification, puis même la sécurisation de l'application. Le résultat, alors je vais le montrer, je suis désolé, je vais volontairement pas zoomer bien sur la page, je suis désolé, vous n'allez probablement pas réussir à lire le texte, c'est parce que ça reste des données, des vraies données de production de notre compagnie, donc bon, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de très très confidentiel, mais en gros, voilà, ça c'est l'application. De quoi? Ouais, non, c'est vrai. Ça, c'est notre application. Ça doit ressembler un petit peu à la première capture d'écran que vous aviez vue. Bon, j'ai mes tâches. J'ai un bloc pour les tâches à faire en cours ou les tâches qui sont faites. Et j'ai du petit drag and drop qui me permet de
de voir les modifications de tout le monde. Là, je l'ouvre que dans un seul onglet, mais si on est dans plusieurs onglets, on verrait les tâches bouger sur l'autre onglet en même temps. Donc, ça peut paraître un petit peu simple comme use case. Là où c'est pratique, c'est sur les petites fonctionnalités annexes. Alors, genre la petite courbe en haut, là, où on peut déplacer les points. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais ça fait partie un peu de la méthodologie de voir l'avancement des tâches sur ce genre de petites collines pour voir les tâches qui sont en haut, c'est-à-dire qui sont prêtes à être développées. On a tous les éléments nécessaires et on descend la courbe au fur et à mesure qu'on avance dessus. Bah, justement, ce que je disais, non, je vais volontairement pas beaucoup zoomer pour pas que... Mais encore une fois, c'est rien de très confidentiel, hein, mais voilà, on peut déplacer les petits points. Pareil pour ce petit graphe-là qui nous permet de voir l'impact versus l'effort des tâches. C'est des petits détails, mais je pense que c'est pour ce genre de petits détails que c'est assez pratique d'avoir une application qui correspond exactement à notre besoin. Il n'y a pas vraiment d'application dans l'industrie qui permet de faire exactement ça. Ça aurait été à nous de nous adapter à une autre application, ce qu'on n'avait pas envie de faire, en tout cas dans un premier temps. Voilà, donc ça, c'est l'application que j'ai faite. Là, maintenant, vous vous dites, c'est bien beau tout ça, mais comment ça marche en pratique? Donc, ce que je vais vous montrer, je ne vais pas faire du live coding, mais je vais vous montrer une application qui est faite. C'est, on va dire, une version minimaliste de ce que je viens de vous montrer. C'est juste une gestion de to-do list, mais collaborative à plusieurs. Et ça va me permettre de montrer un petit peu Liveblocks et Clerk, comment ça marche dans le code. Donc, je vais d'abord montrer la première version de l'application. Alors, je vais juste fermer les onglets pour... Voilà. Alors, bon, sur la home page, j'ai rien mis. Je vais aller... DevMTL. Ça, je peux zoomer. Voilà, donc ça, c'est mon application. C'est une gestion de to-do list. Je ne peux pas zoomer sur cette partie du navigateur, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans l'URL, j'ai mis en gros /rooms/un ID de room que j'ai appelé DevMTL. Donc là, je rejoins, en Liveblocks, on appelle ça une room. Je rejoins une salle dans laquelle ensuite j'ai accès aux actions des utilisateurs des autres, je peux stocker des choses, etc. Donc là, celle-ci, je vais quand même l'ouvrir dans 2 onglets pour que ce soit plus intéressant. Hop. La première et la deuxième. Et donc là, si tout se passe bien et que si je n'ai pas un bel effet démo, voilà. Si j'ajoute une tâche à gauche, elle est automatiquement ajoutée à droite. Évidemment, ça fait pareil dans l'autre sens. Et je peux m'amuser à décocher mes cases, mes tâches au fur et à mesure. Donc là, on a une collaboration temps réel entre 2 utilisateurs. Je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble dans le code. Donc, j'ai vraiment essayé d'écrire le minimum de code possible pour que ce soit compréhensible. Donc, je ne me suis pas amusé à gérer des erreurs, par exemple, ou gérer des loading states. Ça va être vraiment très simple. La première chose qui est intéressante, c'est... Alors, ça, c'est un fichier qui est créé automatiquement par Liveblocks, par une commande qu'ils fournissent. C'est le fichier de configuration de Liveblocks. Mais la chose très intéressante qu'il contient, c'est les types qu'on va utiliser. Alors, c'est du TypeScript, évidemment. Et je vous disais tout à l'heure, Liveblocks, le concept de base, c'est la room. Et dans la room, je vais pouvoir stocker des choses. Donc, par exemple, dans cet attribut storage, je vais pouvoir dire qu'est-ce que je veux stocker dans une room. Et donc là, je lui dis quoi? Je vais stocker des tâches. Et mes tâches, c'est une live list de live tasks. Alors, Liveblocks nous oblige à englober nos types dans des types qu'il fournit lui. Donc, on va avoir un live object pour des objets classiques, un live list pour des listes. Je crois qu'il y a un type pour les sets aussi. On verra un petit peu à quoi ça sert après. Mais bon, c'est clairement pas une grosse limitation parce que là, vous voyez juste au-dessus, j'ai déclaré, moi, les types que je voulais utiliser. Donc, j'ai un type task qui a un ID, un texte et un status. Le status étant to do ou done. Et ensuite, une live task, c'est une task qui est englobée dans un objet, live object. OK? Donc là, je définis qu'est-ce que je veux stocker dans une room de Liveblocks. N'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure si vous avez des questions. Vous ne sentez pas obligé d'attendre la fin. Je demanderai des fois s'il y a des questions, mais n'hésitez pas. Et donc, une fois que j'ai connecté, j'ai déclaré ce que je voulais stocker. Hop, c'est pas celui-là. Donc, c'est pareil, je ne vais pas parler de Next.js en particulier, mais si vous connaissez, vous allez remarquer les répertoires. Les répertoires correspondent aux URL. Donc là, si je suis dans l'URL /rooms/un room ID, ça me fait arriver dans ce répertoire-là, rooms et
room ID entre crochets pour dire que c'est dynamique. C'est pas très important de comprendre ça pour la présentation là, mais si vous êtes perdu, n'hésitez pas à m'interrompre. Je pourrais rentrer un peu plus dans le détail. Mais là, ensuite, une fois que j'ai déclaré ce dont j'avais besoin pour Liveblocks, globalement, j'englobe mon application dans un provider Liveblocks. Je lui passe une public API key que j'ai déclaré dans mon fichier variable d'environnement. Dans cette première version, tout va être public. On est vraiment que dans le browser. Et ensuite, tout le reste, là, j'ai rajouté le room provider. Ça me permet de dire que cette page-là, en gros, ça va être lié à une room en particulier. Et l'ID de la room, ce room ID là, c'est, je le récupère des paramètres de l'URL, tout simplement. Je peux définir qu'est-ce que je veux stocker initialement dans la room quand je la crée. Donc là, je crée une new live list qui est vide au début. Et ensuite, voilà, client-side suspense, c'est ce qui permet de gérer le loading de la room. Tout ça, c'est fourni par Liveblocks. Et ensuite, là où ça devient plus intéressant, c'est une fois que je suis dans ma page, donc ça, c'est vraiment la page qui est liée à ma room. Liveblocks me fournit des petits utilitaires, des petits hooks. Il va me donner un use room pour savoir dans quelle room je suis. Il va me donner accès à un use others. Ça, c'est pour savoir les autres utilisateurs qui sont dans ma room. Je ne sais pas si vous avez fait attention, je ne l'ai pas montré. Mais là, j'ai rajouté sur la page, on me dit, il y a un autre utilisateur connecté à l'application en même temps que toi. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres détails. Dans la version que je vais montrer un tout petit peu après, on va rajouter des choses un petit peu plus intéressantes à ce niveau-là. Donc ça, c'est les informations sur la room. Après, j'ai divisé en plusieurs composants. Au niveau de ma task list, donc vraiment là où je vais lister les tâches qu'il y a dans ma room, un hook que me donne Liveblocks, c'est use storage. Use storage, je lui passe en paramètre un sélecteur, c'est-à-dire une fonction qui dit qu'est-ce que je veux récupérer spécifiquement dans le storage. Évidemment, pour les problématiques de performance, l'idéal, c'est de récupérer que ce dont on a besoin. Et pareil, plus tard, pour la modification, comme on va le voir. Mais donc là, je récupère mes tâches. Si je n'ai pas de tâches, je marque loading. Et ensuite, je liste mes tâches. Jusque-là, rien de trop complexe. Là où ça devient intéressant, c'est quand il s'agit de modifier une tâche ou d'en créer une nouvelle. Donc là, je suis dans mon élément task item, donc ça me permet d'afficher une tâche. J'ai mis un petit formulaire. Pardon, c'est ça. Ça, c'est la case à cocher. La petite case qui me permet de dire est-ce que la tâche est faite ou pas. On va regarder cet exemple-là rapidement. En gros, ce que je dis ici, c'est que dès que je change le statut de la case à cocher, donc dès que je la check, que je l'uncheck, qu'est-ce qui se passe? J'appelle ma fonction update status, qui est déclarée juste au-dessus. Et update status, là, la syntaxe est un petit peu plus particulière. J'ai accès à un hook qui s'appelle use mutation. Use mutation, donc comme son nom l'indique, me permet de muter des données, donc de modifier des données dans le storage de ma room Liveblocks. Et ensuite, je lui dis exactement qu'est-ce que je veux faire comme modification. Et c'est là que c'est intéressant, et c'est pour ça que c'est obligatoire d'utiliser les objets de Liveblocks, les LiveList, LiveObject, LiveSet. C'est à cause de ça. C'est parce que là, je lui dis, dans mon storage, je fais un .get task pour récupérer mes tâches, je fais un find pour trouver la tâche que je veux modifier, et je fais un set status avec la nouvelle valeur. Tout ça, je pense que ça va sans dire maintenant dans des librairies modernes, c'est entièrement typé, c'est typesafe. Ça récupère la configuration que j'ai déclarée dans mon fichier Liveblocks tout à l'heure. Donc, si je m'amuse à changer ici le nom de l'objet ici, il va me dire, non, je connais pas cet objet-là, par exemple. C'est pas facile. Si ça utilise une chaîne de caractères littérale, ça, c'est typé. Ouais, c'est typé. Là, je vais prendre un gros risque parce que je vais le modifier en même là, et si ça marche pas, j'aurai l'air bête. Mais voilà, là, on voit que, je ne sais pas pourquoi il ne me l'affiche pas, mais c'est souligné en rouge parce qu'il ne sait pas quel attribut c'est. Il ne connaît pas cet attribut-là. Voilà, je remets comme c'était. OK? Ouais. Au niveau de Liveblocks, je sais qu'au niveau, c'est beaucoup d'outils de hooks, de providers, des données, mais c'est comme, under le hood, c'est quoi qu'on parle au niveau de la connexion avec Liveblocks? Est-ce qu'on parle d'une connexion qui est WebSocket? Est-ce que c'est des calls HTTP que tu envoies ad hoc? Alors, je vais répondre deux choses. La première, c'est je pense que c'est probablement du WebSocket ou du Server Sent Events. La deuxième chose, c'est pour être honnête, moi, je m'en fiche. En fait, c'est ça l'avantage, c'est que moi, j'utilise Liveblocks, mais en fait, lui, comment il fonctionne derrière, c'est pas tant que ça mon problème, tu vois. Si ça se trouve, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il fonctionne, mais si ça se trouve, il essaie du WebSocket,
Si ça ne marche pas en WebSocket, il va faire du server-side event. Et ça se trouve, en dernière cour, il va faire du long polling. Tu vois, moi, l'avantage de LiveBlocks, c'est justement que je n'ai pas à me soucier de ça. Après, évidemment, moi, je suis développeur front-end, donc tout ce qui est back-end, j'essaie de donner le problème à quelqu'un d'autre. Ça se trouve, un développeur back-end qui va travailler sur le même projet, il va me dire « Ah, mais moi, par contre, j'ai besoin de savoir parce que, je ne sais pas, problématique de sécurité, problématique de performance, choses comme ça. » Mais moi, en tant que développeur front-end, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de le savoir. Mais mettons que c'est en utilisant LiveBlock, justement, si tu veux sécuriser le data qui est streamé vers LiveBlocks, ouais. Ça, j'imagine que tu vas utiliser ArcGIS pour est-ce que c'est sur une base token ou c'est juste automagique? Ouais, ça va être géré par LiveBlocks et moi, c'est ce que je vais montrer dans la deuxième partie de la démo. Mais ouais, c'est géré, ouais. Ouais. Il y a une API là. Ouais. Ça veut dire que c'est ça? Non, alors dans cette version-là, pour l'instant, c'est public. C'est tout dans le browser. Mais justement, quand je vais rajouter l'authentification, tu vas voir que ça va changer un petit peu. Mais je vais y arriver. Je vais aller regarder très rapidement comment ça marche, mais c'est vraiment le même principe pour ajouter une nouvelle tâche. Ici, c'est pareil, on va réutiliser ce hook useMutation qui me permet de créer une modification dans le storage de LiveBlocks. Là, de la même manière, on fait un storage.getTasks pour dire que je veux modifier une tâche et je fais un push, un dot push. Ce n'est pas la méthode push d'un array classique, c'est vraiment celle de l'objet LiveBlocks. Et je lui push dedans une nouvelle tâche, mais toujours wrappée dans un live object. Et dedans, je lui mets, quand je crée ma tâche, je lui assigne un ID, le texte et le status to do par défaut. Avec le formulaire en dessous qui me permet de définir le nom que je veux donner à la tâche, la description de la tâche. OK? Donc ça, c'est la première version de l'application. Là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la partie, on va dire la partie gauche de ce diagramme, tout ce que nous permet, ici, ce que nous permet de faire LiveBlocks, et notamment le storage, donc stocker des données et pouvoir y accéder pour une room. Et on a vu aussi un petit aperçu de l'aspect présence. La présence, c'est quels sont les autres utilisateurs qui sont connectés à ma room. On va voir juste après qu'on va rajouter la notion d'utilisateur. Pour l'instant, on sait juste qu'il y a des utilisateurs connectés, mais on ne sait pas qui ils sont, on n'a aucune information. Et comme je ne me suis jamais authentifié, à la limite, j'aurais pu rajouter le nom d'utilisateur que j'aurais rentré quand je suis connecté, mais ce n'est pas vraiment sécurisé. Donc là, on va voir qu'on peut stocker d'autres informations sur les utilisateurs. Et donc pour ça, on va rajouter cette brique, la brique d'authentification avec Clerk. Donc l'authentification, on va avoir aussi une notion d'utilisateur, évidemment, avec Clerk. Et notre application, qui est ici en Next.js, va justement faire le lien entre les deux. On va voir que c'est dans l'application Next.js, donc là, nécessairement, ce sera server-side, qu'on va faire le lien, on va dire, tel utilisateur a le droit d'utiliser telle room de LiveBlocks. Ou alors, si pas d'utilisateur, tu n'as pas d'accès à des rooms. Ou alors, là, on ne va pas aller aussi loin, mais Clerk nous permet de définir des organisations. Tout ça, c'est géré par Clerk pour réunir les utilisateurs. Donc, le cas typique, c'est on a créé une organisation pour Vasco. On veut que tous les développeurs de Vasco aient accès aux rooms des autres. Mais par contre, évidemment, un utilisateur externe, vous, si vous vous connectez, on ne veut pas que vous ayez accès à nos boards. Donc ça, c'est Next.js qui va gérer ça. Je reviens au code. Je me mets sur la deuxième version du code. Voilà. OK. Alors, je vais d'abord montrer le résultat. Oups. OK. Alors, j'ai changé un tout petit peu l'architecture de l'application. Hop. OK. Alors là, je suis déjà connecté. Si je n'étais pas connecté, l'application me dirait que j'ai besoin de me connecter pour aller voir cette page. En fait, je peux le faire, ça va être vraiment très, très rapide. Voilà, quand j'arrive initialement sur l'application, j'ai ça, un bouton Sign In, très classique. J'ai configuré Clerk pour utiliser l'authentification GitHub. Donc là, je me connecte avec mon compte GitHub. Est-ce que je veux donner accès à l'application? Oui. Alors, il me met Authorize Clerk, c'est parce que j'utilise la version de développement de Clerk. Évidemment que normalement, sur une application en production, on aurait le nom, par exemple, le nom de la compagnie. Non, Authorize Clerk.
Et je suis automatiquement redirigé vers ma page d'accueil où je n'ai toujours rien, mais j'ai un petit bouton Rooms qui me permet de lister les salles que j'ai créées, les boards que j'ai créés. Donc là, j'ai accès à ma liste de rooms. Bah, pareil. OK. Et une fois que... Alors, ça, c'est toutes les rooms que j'ai créées jusque-là. On peut en créer une, par exemple, pour le Dev Montréal. Alors, cette page-ci n'est pas gérée par Liveblocks. Je liste les rooms de Liveblocks, mais je n'ai pas les capacités de temps réel. On va voir un petit peu après pourquoi. Donc, je suis quand même obligé de rafraîchir manuellement de l'autre côté. Mais par contre, une fois que je suis sur ma room, je me retrouve exactement comme tout à l'heure avec une liste de tâches. Mais cette fois-ci, vous pouvez remarquer qu'on met... Alors, je suis connecté avec 2 fois le même utilisateur, donc je me vois moi-même dans l'autre fenêtre. Et vous voyez que cette fois-ci, bah, j'affiche mon nom, j'affiche mon avatar, parce que c'est des données auxquelles Clerk me donne accès. Okay, enfin, normalement, je ne suis pas censé voir mon avatar, je suis censé voir l'avatar des utilisateurs connectés. Mais là, bon, je suis tout seul et j'ai envie de créer ma liste 2 fois, donc j'ai le droit. Et évidemment, on a toujours la même chose qui marche ici. Voilà. Je peux ajouter mes tâches et les checker ou non. OK? Voilà, donc ça, c'est la deuxième version de l'application. Donc cette fois-ci, j'ai l'authentification et un utilisateur qui n'est pas connecté n'a pas accès à cette room. Là, si je me passe, par exemple, en navigation privée et que je vais ici, voilà, là, il me dit, vous avez besoin de... Pourtant, j'ai bien le room ID toujours dans l'URL, mais cette fois-ci, je n'ai pas accès à la page parce que je ne suis pas connecté. En pratique, si je me connectais mais avec un autre compte, moi, je n'ai pas réglé d'authentification, j'ai pas réglé de scope pour les rooms, donc j'aurai accès aux rooms. Mais évidemment, dans des cas normaux, je voudrais l'éviter. Donc, qu'est-ce que ça change au niveau du code? On va d'abord aller regarder, donc encore une fois, ce fichier de configuration de Liveblocks. Alors, je n'ai pas du tout changé le storage de la room, c'est toujours une liste de tâches. Par contre, ce que j'ai rajouté, que je n'avais pas tout à l'heure, c'est des informations sur l'utilisateur. Liveblocks donc, gère une notion d'utilisateur et il me permet de dire qu'est-ce que tu veux stocker, enfin, qu'est-ce que tu veux m'envoyer comme information sur ton utilisateur. Là, je lui dis, je vais t'envoyer un nom et l'URL de son avatar. Okay, ça, notamment, ça me permet d'avoir accès après à l'objet qui est correctement typé dans mon application TypeScript, ce qui est quand même hyper pratique. Ça, c'est la première chose. Et la partie, évidemment, qui va changer par rapport à tout à l'heure, c'est que cette fois-ci, alors, en fait, je vais d'abord aller regarder. Vous vous souvenez, tout à l'heure, quand on utilisait... C'est pas celui-là. Alors, si, pardon, je vais quand même rester là un instant. Au niveau de Clerk, c'est comme ça. Alors, on a plein de façons de donner accès ou non à une page à l'utilisateur. Mais là, ce qu'on voit, c'est que Clerk me donne accès à une fonction qui s'appelle Current User. Ça, c'est côté, on est du côté du serveur. C'est un React Server Component, si vous voulez les détails. Donc, c'est un composant React, mais qui est exécuté côté serveur. Et donc, côté serveur, j'ai une fonction qui s'appelle Current User, qui me permet de récupérer l'utilisateur courant. Et là, je lui dis, bah, s'il n'y a pas d'utilisateur, tu affiches un message qui dit que tu as besoin de te connecter. Et évidemment qu'il y a plein de manières de faire ça mieux, de rediriger automatiquement, de gérer ça pour une partie de l'application au complet et non pas page par page. Évidemment, c'est possible. Là, encore une fois, j'ai vraiment fait au plus simple. Et la deuxième chose qui est intéressante avec Clerk, c'est, si je retourne sur mon application, c'est cette petite partie de la page où j'affiche le nom de l'utilisateur, où tout à l'heure, j'avais le bouton Sign In, si vous vous souvenez bien. Et également, ce petit menu utilisateur, là, qui peut être beau ou non, mais en tout cas, il a l'avantage d'être relativement simple. Ça, c'est entièrement fourni par Clerk. J'ai la possibilité de l'utiliser ou non. Évidemment, je peux définir mes propres composants. Mais au moins, dans un premier temps, pour prototyper, c'est quand même super pratique. On a un composant qui s'appelle Signed Out, qui me permet de dire qu'est-ce que je veux afficher si l'utilisateur n'est pas connecté. Et on en a un autre qui s'appelle Signed In, pour qu'est-ce que je veux afficher si l'utilisateur est connecté. Donc là, je dis que si l'utilisateur est connecté, j'affiche le lien vers la page Rooms. Et j'affiche ce composant User Button, qui est également fourni par Clerk, qui me fournit l'avatar de l'utilisateur avec le menu. Ça, c'est quand même très pratique, mais encore une fois, c'est des composants très haut niveau. Si je n'ai pas envie de les utiliser, j'ai envie de définir les miens. Clerk me donne accès à tout ce dont j'ai besoin, plein de fonctions utilitaires pour accéder à ces informations. Et donc, là où je voulais en venir, pour faire le lien entre Clerk, donc entre l'authentification et Liveblocks, ça se fait dans... voilà. Tout à l'heure, vous vous souvenez, quand
j'appelais mon Liveblocks provider, je lui passais une clé d'API qui était publique. J'étais dans le navigateur. Cette fois-ci, alors là, ce composant-là est toujours exécuté du côté du navigateur, mais cette fois-ci, je ne lui passe plus ma clé d'API. Je lui dis, voilà le endpoint que tu dois utiliser pour récupérer les informations de Liveblocks dont tu as besoin. OK? Donc là, je lui dis, en gros, ça, c'est géré par Liveblocks, mais je dis à Liveblocks, utilise le endpoint sur API Liveblocks Auth pour authentifier l'utilisateur. Et après, c'est lui qui va gérer. C'est lui qui va gérer comment, à quoi je lui donne accès. Évidemment, ce endpoint-là, c'est à moi de le définir, mais ça reste très simple. Et d'ailleurs, je crois que ce fichier-là, je l'ai clairement copié-collé depuis la documentation. C'est vraiment la version minimale. C'est là, donc je récupère l'utilisateur que me donne Clerk. Donc c'est là que je fais le lien avec la partie, avec cette partie-là du schéma. Là, je fais le lien entre l'authentification de Clerk et Liveblocks. Donc là, je lui dis à Liveblocks, l'utilisateur qui est connecté couramment, voilà son user ID. Donc là, c'est l'ID que me donne Clerk. L'important, c'est qu'il soit unique, mais en pratique, je peux lui passer ce que je veux. Et voilà les informations que j'ai sur l'utilisateur. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai dit que je voulais stocker un nom, je voulais envoyer un nom et l'URL de l'avatar, c'est ici que je lui fais. C'est ici que je lui donne. C'est là que je lui dis, l'utilisateur qui est connecté, son nom, c'est l'attribut username de ce que m'a donné Clerk. Et l'URL de l'avatar, c'est cet attribut de l'utilisateur Clerk. Et à partir de là, je dis à Liveblocks, c'est bon, tu as le droit de donner accès à cet utilisateur au room, et voilà les informations sur cet utilisateur-là. Si l'utilisateur n'est pas connecté, je dis juste non. Je dis à Liveblocks, ne donne pas accès à cet utilisateur-là. OK? Donc, l'image que tu as en haut à droite, c'est Clerk, alors que l'image que tu as dans la roue, c'est celle qui est fournie avec. Exactement. C'est ça. C'est ça. L'image que j'ai ici, c'est géré par Clerk parce que c'est le bouton que me donne Clerk. Donc, désolé. Idéalement, j'aurais dû prendre 2 utilisateurs GitHub différents, mais là, je vois mon propre avatar. Et là, je vois l'avatar des utilisateurs connectés à la même roue Liveblocks. Et ça, c'est moi qui lui ai passé. Ça vient indirectement de Clerk, mais c'est passé par moi. C'est moi qui lui ai dit, si tu as besoin d'afficher mon avatar à d'autres utilisateurs, voilà ce que ça doit être l'avatar. Exactement. Donc, la clé d'API qui n'est plus là, tu utilises la clé d'API pour user. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu as une session. Ouais. Tu as une session dans ton browser. Ouais. Qui peut être ton backend. Ouais, absolument. Ton backend JavaScript. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si je dois monter en plusieurs instances? Comment tu fais pour répartir la session? Parce que là, tu as une seule instance, c'est bien, tout est bon. Ouais. Et quand la charge va arriver avec l'utilisateur, tu vas trouver dans le problème de tout. C'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut séparer le front-end back-end parce que pas les mêmes ressources, peut-être qu'il faudra 2 serveurs. Donc là, comment tu vas faire pour gérer ta session régulière? Tu vas les couper, tu vas. Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'on va dire que ça, c'est vraiment plus une question qui est liée à Next.js et comment les sessions sont stockées avec Next.js. Donc, j'imagine que ça va dépendre déjà de… En fait, par exemple, Next.js, généralement, tu fais ça pour héberger sur Vercel. Donc, j'imagine que Vercel propose des outils. Si tu veux le déployer toi-même sur un cloud, sur AWS, sur GCP, ça va être à toi de le gérer aussi. Honnêtement, je ne sais pas. C'est clairement hors de ma zone de compétences à ce niveau-là. Next.js, tu peux travailler sur plusieurs serveurs. Finalement, tu as plusieurs sessions, ils ont utilisé votre charme. En fait, c'est juste rediriger les calls vers Liveblocks. C'est de Liveblocks, c'est la charge de transition, il fait juste transition. Oui, mais effectivement, on a quand même une notion de session. Alors, je sais que Clerk gère une partie de ça aussi, mais après, où est stockée la session? Qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs serveurs? Honnêtement, je ne sais pas. Elle est localisée au serveur. Si tu as 10 serveurs, ils auront chacun 10 parties de session, ça ne charge rien. Probablement, oui. Ouais. Après, c'est hyper distribué. Le problème, ce serait d'avoir beaucoup d'utilisateurs dans une seule roue. Et que la roue soit dans un serveur dédié. Ouais, c'est possible. Ouais. Tu payes à l'écriture et à la lecture, j'imagine. Pour l'instant, je m'en suis toujours sorti avec la version gratuite. Après, je sais qu'ils ont des forfaits. Mais oui, tu as des limites en écriture, en lecture, en écriture. Ouais. Ça, je pense que ça reste. Il faut vraiment avoir des très gros besoins pour que ce soit nécessaire de payer. La seule limitation à laquelle j'ai été confronté, c'est que tu as un nombre d'utilisateurs maximum par room. Et dans la version gratuite, c'est 10.
Ce qui paraît déjà beaucoup, mais nous, on s'est retrouvés au début, on utilisait la même room pour tout le monde sur les 15, et il y a des utilisateurs, on lui disait, ah non, tu n'as pas accès à la session. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est la seule limitation à laquelle moi j'ai été confronté. Mais oui, évidemment, quand on va voir la page pricing, il y a un nombre de lectures maximum, un nombre d'écritures maximum. Mais moi, ça me paraît gigantesque. Mais évidemment, pour une grosse entreprise, c'est des limites qui doivent être atteintes assez rapidement. Et le nombre de personnes par room éclate. C'est juste sur la version gratuite. Oui, c'est ça. Oui, oui, 10, c'est la... Ah oui, en pratique, je pense que le premier tiers payant qui doit être à $20 par mois, d'un seul coup, à 150 utilisateurs, je crois que c'est comme ça. Par room. Il me semble, ouais, il faudrait vérifier. Ouais. Voilà. Ouais. Question comme ça, au niveau de tout ce qui est authentification, tout ça. Tout à l'heure mentionné, c'est comme qu'il y avait une utilisation par rapport à AGS, mais que fond, c'était directement par Clerk, c'est ce qu'on aime dans son vie. Avoir des API, tu fais juste parler des API de Clerk, puis tu as l'information de votre web. Tu n'as pas vraiment de job d'authentification pour passer les configs directement. Les configs de Clerk, tu passes à dans l'application. Je passe, j'ai une clé d'API en fait que je passe, mais c'est tout. C'est tout ce que je passe. Ouais, c'est vraiment l'intégration de Clerk dans une nouvelle application, c'est 5 lignes de code à rajouter. Mettons, si tu veux gérer si mettons, tu veux aller un petit peu plus ingrain avec des tokens, parce que je te donne un exemple, tu as un API, tu as l'API backend, tu es capable de soutirer le socle, le token pour pouvoir l'utiliser pour autre chose. Oui, bien sûr. Ouais. Clerk, c'est pas, en fait, c'est pas une boîte noire. C'est juste qu'ils fournissent c'est comme s'ils fournissaient plein de helpers pour nous aider à faire ce qu'on veut, mais on a toujours accès à tout. On a toujours accès au token, on a toujours accès. Si on veut faire du custom, on fait du custom en fait. On peut débrancher les parties. C'est AGS directement dans ton application sans nécessairement passer par le serveur de Clerk, tu peux le faire aussi. Je pense que oui. J'ai pas essayé pour être honnête, mais je pense, ouais, probablement. Cool. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à montrer sur le code. Je vais revenir rapidement au slide pour conclure. Hop. Donc, petit retour d'expérience de ce projet-là. Moi, c'est un projet que j'ai adoré faire et que je maintiens toujours. Comme je le disais, il y a 15 utilisateurs quotidiens sur l'application. Et le simple fait de les voir utiliser l'application sans même se soucier de savoir, ils savent tous que c'est moi qui l'ai faite, mais je veux dire, je pense pas qu'ils l'utilisent pour me faire plaisir. Et donc ça, c'est plutôt cool. À l'origine, j'avais créé ça un petit peu en me disant, avec un peu de chance, ça va être utilisé, mais j'avais pas envie de faire du forcing non plus. Je voudrais pas que les gens l'utilisent juste parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc ça, c'est vraiment, j'en suis vraiment très content. C'est un outil qui reste assez flexible. J'ai vraiment essayé de faire le code le plus simple possible pour que d'autres personnes puissent venir le maintenir. Bon, malheureusement, c'est toujours moi qui le maintiens. Je n'ai jamais réussi à encourager d'autres développeurs à venir. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, il faudrait que je vienne, il faudrait que je fasse des choses. » Mais bon, pour l'instant, c'est toujours moi. Ça reste un projet open source. Je vous donnerai à la fin de la présentation les liens si vous voulez aller voir, si vous voulez même l'utiliser. Après, juste pour vous avertir, c'est un projet que j'ai vraiment créé spécifiquement pour notre besoin. Le but n'est pas du tout qu'il soit utilisé tel quel par d'autres personnes, mais si vous voulez le récupérer, le forquer, puis créer votre propre outil, l'adapter à vos besoins, c'est entièrement possible. Évidemment, moi, j'adorerais qu'il y ait d'autres personnes qui viennent l'utiliser et le mettre en place dans leur équipe. Les risques du projet, ce serait potentiellement une réticence à changer d'outil, juste sous prétexte que c'est un outil qui a été fait en interne. Je sais qu'il y a des très grosses entreprises, dont je ne citerai pas le nom, qui font beaucoup d'outils en interne, et des fois, c'est un petit peu mal vu, parce que ça veut dire qu'est-ce qu'on fait si la personne est partie, qu'est-ce qu'on fait le jour où ça ne marche pas. C'est un peu plus difficile que juste d'appeler un support pour corriger, ou même pour pouvoir changer d'outil. Le coût de remplacer un outil interne par un autre outil est souvent assez élevé. Donc ça, c'est un risque. Moi, j'essaie d'insinuer le fait que si on veut changer d'outil, on change d'outil. Je le prendrais pas mal, clairement. L'autre chose qui peut arriver, c'est le jour où si un jour il s'arrête de marcher parce que je sais pas, quelque chose n'a pas été maintenu, une dépendance ne fonctionne plus, un risque de sécurité. C'est un risque. Nous, je dirais qu'on a pas mal mitigé ce risque parce que cet outil n'est absolument pas une source of truth. À la fin, on fait des cycles de 6 semaines. À la fin du cycle, le board, on l'archive et on ne retourne jamais dessus, en fait.
On n'a jamais besoin d'aller voir l'historique de ce qu'on a fait. On n'utilise pas l'outil pour ça. C'est vraiment un outil qu'on utilise au quotidien pour gérer nos tâches au quotidien. Et donc voilà, pour l'instant, ça marche très bien. Et j'espère que ça va marcher comme ça rapidement. Voilà, merci beaucoup. J'ai mis ce QR code, il y a le lien vers le repo, vers les slides, vers un petit formulaire de feedback. Ça ferait vraiment très plaisir si vous pouviez remplir ça pour me permettre de m'améliorer, de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Petite publicité pour un petit projet que j'ai fait qui s'appelle Split, qui est une alternative à Tricount ou Splitwise, qui est open source, qui marche bien si vous voulez l'utiliser. Et puis voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'utiliser Lightblocks et Clark.